merci à tout le monde de vous être déplacé en si grand nombre pour voir cette présentation. Je vais tout d'abord commencer par introduire quelques généralités qui ont rapport avec le méthylène diphényldisocyanate, que je vais abréger pour le reste de la présentation par MDI. Donc, le MDI est utilisé lors de la pulvérisation de la mousse isolante polyuréthane dans un ratio 50% monomère, 50% oligomère. Le monomère et les oligomères de MDI sont de puissants sensibilisants et des irritants respiratoires et cutanés. Puis la manifestation la plus flagrante de la surexposition au MDI est l'asthme professionnel. La plupart des pays ont fixé une réglementation à 5 ppb pour le monomère. Et puis, la toxicité, par contre, de la totalité des groupements isocyanates doit être considérée puisque les oligomères induisent l'asthme autant que les monomères. Puis, comme dernière généralité, les monomères et les oligomères doivent être dérivés pendant l'échantillonnage et analysés par la suite en laboratoire. Donc, au niveau des systèmes de prélèvement qui sont disponibles, je vous présente ici 3 systèmes de prélèvement couramment rencontrés pour les isocyanates. Je vais tout d'abord débuter par vous décrire ici les barboteurs. Donc, comme on peut voir sur la photo, on a un récipient généralement en verre ou en plastique qui permet de mettre un solvant à l'intérieur dans lequel on a dissous un agent de dérivation. Par la suite, on vient brancher une pompe après le barboteur, puis l'air est aspiré par le dessus ici, et puis les aérosols sont directement dirigés dans le solvant qui se trouve être dans le barboteur. Ça a pour effet de dissoudre les aérosols et de les dériver de façon simultanée. De par le processus de dissolution et de dérivatisation, les barboteurs sont jugés comme étant très efficaces pour la collection des isocyanates. Par contre, vu qu'ils utilisent des solvants, il y a des risques de feu et d'explosion qui sont liés avec cette technique-là. Et puis, c'est pas vraiment bien approprié pour l'échantillonnage personnel en raison des risques de fuite que ça peut comporter. Une deuxième technique qui avait été développée de par les années pour l'échantillonnage des isocyanates était la méthode par filtre. Là, ici, je représente la méthode IsoCheck qui avait été développée à l'IRSST, où est-ce qu'on a une cassette 37 mm dans laquelle on a 2 filtres de disposer. Un premier filtre en téflon qui permet d'échantillonner les aérosols. Sur ce filtre-là, il n'y a aucun agent de dérivation qui est déposé. Donc, les aérosols sont collectés par impaction, puis par la suite, ce filtre-là, suite à l'échantillonnage de 15 minutes, est mis dans un solvant où est-ce que la dérivation va se faire avec un réactif de dérivation. Puis, on a un deuxième filtre qui est imprégné du réactif MAMA qui permet de stabiliser les vapeurs durant la collection. Donc, c'est une technique qui est bien acceptée par la communauté en SST pour l'échantillonnage des monomères et des oligomères d'isocyanates. C'est facile d'utilisation, c'est sans solvant, malgré que ça implique une désorption au terrain. Mais par contre, ça sous-estime les niveaux de MDI par rapport aux barboteurs pour les applications à durcissement rapide. Donc, on est un petit peu limité là, en termes d'efficacité avec cette méthode-là. Une autre méthode qui a été suggérée par une équipe suédoise pour l'échantillonnage des isocyanates, c'est le A7 EZ4 NCO. Donc, vous voyez la photo ici, là, le dispositif en rouge. Ce dispositif-là, il est composé de 2 parties. Une première partie ici à l'avant qu'on appelle dénouder, puis une seconde partie à l'arrière qui est un filtre en fait. Autant le dénouder que le filtre sont imprégnés du réactif DBA. Puis, tout comme les cassettes, on vient fixer une pompe ici à l'extrémité à l'arrière du filtre. Puis, le courant d'air est aspiré au travers du dénouder et puis du filtre. C'est facile d'utilisation et sans solvant. Par contre, au moment du projet, il n'y avait pas de méthode analytique pour les oligomères, ce qui nous a permis d'en faire une puis de la publier. Et puis, l'efficacité de collection était non établie pour les procédés à durcissement rapide. Donc, des 3 méthodes que j'ai présentées là, il n'y en a aucune qui est parfaite. Ils ont toutes des limitations à un moment ou à un autre. Puis, nous, ça nous a permis d'innover un petit peu pour l'échantillonnage du MDI. Donc, on a regardé tout d'abord les besoins qu'on avait pour l'échantillonnage. On voulait, dans un premier temps, un dispositif qui pouvait être compatible avec l'échantillonnage en mode personnel. Puis, on voulait éviter le plus possible l'utilisation de solvants volatiles et inflammables. Dans un second temps, on voulait évidemment que le procédé d'échantillonnage qu'on allait utiliser soit efficace. Donc, aussi efficace que les barboteurs qu'on va utiliser comme méthode de référence tout au long des travaux qui vont être présentés. Donc, il y avait d'autres dispositifs qui étaient disponibles sur le marché. Bien que ces dispositifs-là n'avaient jamais été utilisés pour les isocyanates, nous, ça nous a permis de les adapter.
Donc, le dispositif qu'on a adapté dans ce projet-là, c'est le CIP10. Donc, quelques généralités à propos du CIP10. Comme vous pouvez voir, il est disponible en 2 configurations. La première configuration, appelée proprement dite CIP10, permet l'échantillonnage des poussières. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a une coupelle à l'intérieur de la tête, ici, qui contient une mousse. Puis l'air est aspiré par le dessus de la tête et puis évacué par les fentes qui sont ici dans le bas de la tête. Puis les poussières sont retenues par la mousse qui est par la suite pesée par gravimétrie. Il y a une deuxième configuration qui est le CIP10M, donc qui est pour les micro-organismes. À la différence de l'autre configuration, on a une coupelle dans laquelle on peut introduire un média aqueux. Et puis, la collection se fait au travers de ce média aqueux-là par centrifugation, encore une fois. Le média aqueux est envoyé sur les parois de la coupelle, puis l'air, les aérosols contenus dans l'air viennent entrer en contact avec ce média aqueux-là, puis l'excès d'air est évacué par les fentes qu'on a ici sur la coupelle, puis évacué du dispositif. Donc, il n'y a pas de pompe comme telle d'attacher à ce dispositif-là. Le dispositif est capable, par centrifugation, de créer sa propre aspiration. Donc, autant le CIP10 que le CIP10M sont compatibles avec l'échantillonnage en mode personnel. Là, ils ont été conçus pour ça. Leur débit d'échantillonnage est de 10 litres par minute avec une efficacité de collection de 95 % pour des diamètres aérodynamiques égales ou supérieurs à 2,8 microns. Et puis, comme je mentionnais un petit peu précédemment, ça n'avait jamais été utilisé pour les aérosols d'isocyanate. Donc, notre objectif a été d'adapter la technologie CIP10 pour l'échantillonnage des aérosols de MDI utilisés lors de la pulvérisation de mousse isolante. Donc, dans un premier temps, on a dû développer les méthodes de laboratoire et établir leurs performances analytiques. Puis, dans un second temps, comparer les performances du CIP10 au barboteur et puis à la technologie A7 pour une application bien précise, l'application de MDI utilisée lors de la pulvérisation de mousse isolante. Donc, pour adapter le CIP10, on a décidé d'utiliser la configuration M, donc la configuration pour les micro-organismes. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé le média aqueux par un co-solvant qui est non volatile à l'intérieur de la coupelle, dans lequel on introduisait un agent de dérivation. Cette configuration-là a une bonne efficacité de collection théorique pour les aérosols de MDI, parce que les aérosols de MDI sont connus pour avoir un diamètre aérodynamique de 10 microns, qui est bien au-dessus du 2,8 microns là, qui est nécessaire pour le CIP10 pour avoir une collection efficace. Donc, on a essayé 2 co-solvants à l'intérieur de la coupelle. Dans un premier temps, on a utilisé du diméthylpolysiloxane, que je vais abréger par DMPS, et puis dans un second temps, du tributylphosphate, que j'abrège par TBP. Le DMPS, c'est un polymère non volatile. Notre agent de dérivation MOPIP était miscible avec le DMPS. Par contre, on avait besoin de faire une extraction liquide-liquide avant l'analyse HPLC-PDA. Pour ce qui est du tributylphosphate, c'est un solvant non volatile et ininflammable avec un haut point d'ébullition. Donc, ça dissolvait facilement le MOPIP. Puis le gros avantage du TBP, c'est qu'on avait juste à le diluer et à l'injecter directement dans le HPLC sans avoir recours à aucune extraction liquide-liquide. Donc, les manipulations au laboratoire étaient de beaucoup facilitées avec l'utilisation du TBP. Donc, on a procédé à l'évaluation des performances analytiques avec chacun des co-solvants. Donc ici, je présente les performances analytiques obtenues avec le DMPS. Comme vous pouvez voir, on a caractérisé la limite de détection qui représente 3 fois le signal à 3 fois le bruit, la limite de quantification qui est le signal à 10 fois le bruit, la reproductibilité qui est la capacité de donner la même concentration dans une même journée, la répétabilité qui est la capacité à donner la même concentration sur des journées différentes, la récupération, l'effet de matrice, puis l'exactitude qui est la capacité à donner la vraie concentration. Donc, les performances analytiques ont rencontré les attentes dans le cas du DMPS et aussi dans le cas du TBP. Dans le cas du TBP, même si les résultats ne sont pas présentés, vous pouvez vous dire qu'ils étaient complètement équivalents à ceux obtenus avec le DMPS. Donc, sur la base des performances analytiques, on n'a pas pu préférer un co-solvant à un autre. Puis les performances ont été jugées adéquates pour poursuivre des évaluations terrain. Donc, ce qui nous a permis de différencier ou de choisir quel co-solvant on allait utiliser, c'est l'expérience qu'on a fait ici en laboratoire. Dans cette expérience-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit une quantité connue
de MDI dans le dispositif CIP10 qu'on a laissé fonctionner à différents intervalles de temps, puis qu'on a regardé quelle quantité de dérivés on retrouvait par la suite. Donc, comme vous pouvez voir, les résultats sont présentés ici. Sur l'axe des X, on a le temps pour lequel le CIP10 est en fonction. Sur l'axe des Y, on a le pourcentage de récupération du MDI dérivé au MOPIP. Et puis, les lignes en bleu et en rouge représentent les récupérations avec le DMPS et puis en vert, la récupération avec le TBP. Comme vous pouvez voir, à chaque fois que le DMPS était utilisé, on avait une perte de dérivés au travers le temps. Par contre, pour le TBP, il n'y avait aucune perte qui était observée. Donc, ça nous a permis de sélectionner le TBP comme co-solvant à utiliser dans le CIP10. Maintenant, au niveau du terrain, quand on est allé comparer notre CIP10 au barboteur, le setup qu'on a utilisé, c'est un petit peu celui qu'on voit ici. On est allé chez la compagnie Isolation Majot à Saint-Esprit. Puis eux, ils nous avaient construit une chambre dans leur garage qui faisait environ 4 mètres par 3 mètres, entourée avec des rideaux de polythène, dans lequel on avait mis des planches de plywood sur lesquelles un travailleur pulvérisait de la mousse isolante. Au milieu de la pièce, on avait mis une jarre d'échantillonnage que je vais présenter dans la prochaine diapositive. Puis, bon, le travailleur pulvérisait soit du Demilec hermétique soya ou du Demilec isocyanate A100 comme produit. On échantillonnait durant 25 minutes par test. Le travailleur faisait des couches de 1 pouce avec la mousse isolante. Et puis, il faisait au total 5 couches par panneau pour l'ensemble de nos tests. Les concentrations dans l'air, avec tous ces paramètres-là, variaient entre 50 et 150 % de la VEMP. On a tout d'abord évalué la robustesse du montage avec des barboteurs qui échantillonnaient à l'intérieur de la jarre et à l'extérieur de la jarre. Puis je vais revenir aux résultats un petit peu plus tard, mais tout d'abord, je voudrais présenter la jarre qu'on a utilisée. On l'a construit ici à l'IRSST, dans l'atelier mécanique. Comme vous pouvez voir avec les dimensions qui sont présentées, c'est quand même quelque chose d'assez volumineux. C'était compatible avec tous nos échantillonneurs. On pouvait opérer jusqu'à 10 échantillonneurs en parallèle à des débits variables à l'intérieur de ça. Puis la jarre avec la cheminée et puis sa forme et puis le ventilateur à la base était conçu pour permettre une atmosphère homogène, pour que chaque échantillonneur soit exposé à la même quantité là, de MDI pendant la période de prélèvement. Donc, en termes de distribution granulométrique, tout d'abord, quand on avait caractérisé le milieu, on avait mis un impacteur à cascade Sierra à 8 étages à l'intérieur de la jarre et un à l'extérieur. Puis, comme vous pouvez voir, la jarre ne ségrégait pas les aérosols, puisqu'on avait des MMAD similaires à l'intérieur et à l'extérieur de la jarre. Puis ces MMAD-là sont aussi très comparables avec ceux qui étaient rapportés dans la littérature, dans des études qui avaient été faites en 2007 par une autre équipe de l'IRSST. En termes d'homogénéité, on a rempli la jarre avec des barboteurs, donc on n'a pas utilisé la quantité maximum. On aurait pu monter jusqu'à 10 barboteurs, mais on en a mis 8. Puis on a mesuré les monomères et les oligomères de MDI pendant une période de pulvérisation. Puis comme vous pouvez voir, il y a une variabilité qui était négligeable autant pour les monomères que les oligomères. Donc, ce qui voulait dire que la jarre accomplit bien son rôle d'homogénéiser l'atmosphère qui est présentée aux échantillonneurs. Donc, ici, je présente une première comparaison qu'on a faite, la comparaison qui comparait le CIP10 au barboteur. Donc, comme vous pouvez voir dans le graphique, sur l'axe des X, on a le nombre de tests qu'on a fait. Sur l'axe des Y, la concentration qui a été obtenue en MDI. Tout ce qui est représenté par un rond, c'est ce qui a été échantillonné par les barboteurs. Puis tout ce qui est présenté par un triangle, c'est ce qui a été échantillonné par le CIP10. Donc, comme on peut voir, de façon générale, les concentrations sont très, très, très similaires. Globalement, on a une différence de 14 % entre le barboteur puis le CIP10. Par contre, ce biais de 14 %-là est considéré très faible comparativement à la variabilité environnementale observée en milieu de travail avec les données d'exposition. Puis, si on restreint seulement à la journée 1 et 2, on peut voir que les résultats sont complètement, pratiquement identiques, là. Il y a une différence de 0 % entre le barboteur et puis le CIP10 pour les monomères. Donc, ce qui montre que c'est une technique qui est quand même jugée très efficace pour l'échantillonnage du MDI monomère. Ici, je présente le même type de graphique, mais pour les oligomères cette fois-là.
Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez flagrant que le CIP10 échantillonne plus d'oligomères que les barboteurs. Il y a une différence de 94 %, donc pratiquement 2 fois plus d'oligomères pour le CIP10 que pour les barboteurs. Cette différence-là est difficile à interpréter parce que même si les barboteurs sont utilisés comme méthode de référence, la récupération absolue pour les oligomères d'MDI n'a jamais été établie pour cette méthode d'échantillonnage-là. La quantité d'oligomères détectée est en accord avec la formulation de mousse utilisée. On n'a pas 2 fois plus d'oligomères, ce n'est pas une quantité démesurée comparativement à la formulation utilisée. C'est dans ce quoi on est capable de s'attendre. Puis, ce qui nous permet de conclure qu'en bout de ligne, le CIP10 apparaît plus efficace pour échantillonner les oligomères que le barboteur. Donc, ici, je vais vous présenter la seconde comparaison qu'on a faite. On a comparé le A7 EZ4 NCO, qui n'était pas caractérisé pour l'application de mousse isolante au MDI. On l'a comparé avec les barboteurs. Encore là, même type de graphique que dans l'étude précédente, où est-ce qu'on a les tests puis la concentration ici sur l'axe des Y, les tests sur l'axe des X. Mais dans ce cas-ci, comme vous pouvez voir, de façon très, très, très flagrante, le A7 EZ4 NCO a sous-estimé les niveaux autant monomères que oligomères de MDI. Ce qui est malheureux un petit peu, c'est même si on a publié ces résultats-là, on sait que l'A7 EZ4 NCO il est encore utilisé par plusieurs laboratoires pour des applications de MDI dans les procédés à durcissement rapide, même si on a généré ces résultats-là. Donc, il y a encore un petit peu de travail là, des gens d'accepter les résultats qu'on a générés. En termes de retombées, au laboratoire, maintenant, on a 2 nouvelles méthodes. Une première méthode par HPLC-PDA pour les échantillons de MDI qui doivent être analysés par le CIP10. On a aussi une nouvelle méthode LCMS pour analyser les échantillons de MDI échantillonnés avec le A7. En termes de présentation, on a présenté au congrès de la QHSST en 2014, puis au congrès de l'AIHA en 2014 aussi. On a produit aussi un rapport IRSST, le R924, qui est disponible depuis quelques semaines là, sur le site Web. On a aussi produit 3 publications scientifiques. Une première publication dans le journal Analytical Method. Cette publication-là concernait principalement le développement en laboratoire qui avait été fait pour adapter le CIP10 à l'échantillonnage efficace de MDI. On a une deuxième publication dans Annals of Occupational Hygiene qui démontrait la comparaison entre le CIP10 et puis les barboteurs. Et puis on a une dernière publication dans Annals of Occupational Hygiene qui comparait le A7 au barboteur. Aussi, fait intéressant qui s'est produit pendant la présentation à la IHA en 2014. Il y a des gens qui sont venus me parler suite à la présentation du groupe III, qui est le International Isocyanate Institute. Puis ces gens-là étaient intéressés à collaborer avec nous sur le projet. Eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était introduire d'autres réactifs que le MOPIP dans le CIP10. Donc, le réactif qui les intéressait plus particulièrement, c'était le réactif DAN, diaminonaphthalène, qu'on voit ici. Ce réactif-là a la particularité d'échantillonner toutes les fonctions isocyanates puis les dérivés sous forme de pyrimidone sans tenir compte si c'est un monomère ou un oligomère. Donc, nous, quand on dérive avec le MOPIP, on a un chromatogramme qui est sélectif soit au monomère ou à l'oligomère. Tandis qu'ici, il n'y a aucune différence qui est faite. On analyse tout sous forme de pyrimidone. Donc, on a fait le projet avec eux. Ils nous ont donné une bonne subvention d'environ 75 000 américains pour qu'on fasse le projet avec eux. Et puis, ça s'est avéré, on a eu du succès avec ce projet-là. On a publié une publication déjà, puis on a un autre manuscrit de soumis présentement. Puis, on prévoit aussi faire une présentation à la IHA 2017 avec les résultats de ces travaux-là. Donc, en conclusion, je pense que c'est assez clair que l'efficacité des échantillonneurs doit être évaluée sur le terrain aussitôt que possible en développement de méthode. Puis chaque échantillonneur se doit d'être validé pour chaque application différente. L'utilisation d'un CIP10 contenant du TBP comme co-solvant semble prometteur pour l'échantillonnage d'aérosols d'MDI pulvérisés sous forme de mousse isolante. Comme vous avez pu voir, l'A7 a sous-estimé de façon significative les niveaux de MDI par rapport aux barboteurs dans l'application de mousse isolante.
Et puis, il y a plusieurs publications qui sont maintenant disponibles à propos de ses travaux dans la littérature. Et je vous remercie aussi.